Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel Octogone. Et oui, il n'y a pas que l'opération Spiderweb, même si c'était une dinguerie en termes de désinformation. Je veux juste prendre pour preuve le fait que la team NAFO, vous savez, North Atlantic Fellow Organization, hein, concrètement des fermes à trolls payées par les États-Unis initialement et qui aujourd'hui gambadent en Europe comme des canards sans tête parce qu'ils ne peuvent plus prendre leurs ordres de la Maison-Blanche, eh bien, avait diffusé donc une fausse image, une image complètement bidon d'avions russes détruits par les drones pendant l'opération Spiderweb. C'était un deepfake. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que d'un côté, on a littéralement l'Élysée qui n'a eu aucun problème à mentir au peuple français en disant que la torgnole de Hanoï, désormais légendaire, puisqu'elle a même été reprise par Elon Musk, ça va quand même super loin. Eh bien, l'Élysée d'un côté n'a eu aucun problème à dire que la torgnole de Hanoï était un deepfake russe. Jusqu'à ce que en fait, les journalistes qui font encore leur travail leur disent c'est pas possible, on était là, on a filmé, puis c'était authentique. Donc, juste une petite seconde là-dessus. Est-ce que vous vous rendez compte du fait que l'Élysée peut vous mentir droit dans les yeux, sans aucun problème, sans trembler des genoux? Vous faites ça dans un pays scandinave, vous êtes mort. Un ministre fait ce genre de conneries en Suède, en Norvège ou au Danemark, il est foutu. Il prend ne serait-ce que sa carte de crédit ministériel pour faire le plein d'essence le week-end et rembourser le lundi, le ministre est dégagé. Là, vous avez l'Élysée qui vous a menti sans aucun problème, qui a dit ouais, c'est un deepfake russe. Ah, pardon, on savait que c'était faux, on vous a menti, on n'a pas le droit de vous mentir parce qu'en fait, on est votre employé. Mais on l'a fait quand même. Et puis derrière, il s'avère que c'était plutôt les NAFO qui faisaient des deepfakes, à savoir sur l'opération Spiderweb. Non, tous les avions qui ont été montrés, bombardés, soit c'était du deepfake, soit c'était des jeux vidéo. Il y a bien sûr eu quelques pertes, mais on est très très loin des 40 appareils détruits comme ça avait été annoncé. Et même aujourd'hui, des analystes de renseignement, on va en reparler bien sûr dans cette vidéo, on dit attendez, c'est très mignon cette affaire, et je parle d'analystes de renseignement occidentaux bien sûr. On dit c'est très mignon, mais concrètement, ils ont pu le faire qu'une seule fois, ils pourront jamais le faire une deuxième et les impacts évidemment sont ridicules, exactement comme pour l'opération de Koursk. Et bien tout ça pour vous dire que il n'y a pas que ça dans la vie et malheureusement, vous avez aussi l'Iran et les relations entre Iran et Israël qui sont qui ont jamais été bonnes, hein. Je crois que ça va faire 40 ans qu'elles sont désastreuses. Bien sûr, du temps du Shah d'Iran, elles étaient plutôt correctes, voire même bonnes, hein. Le Shah d'Iran avait vu le programme nucléaire israélien d'un bon œil parce que ça permettait d'équilibrer l'Arabie saoudite dans la région. Mais ce temps-là est révolu et on va donc ouvrir cet octogone là-dessus. On est avec Amélie Ismaili et vous êtes dans l'octogone. Bonjour Iris. Alors on va commencer évidemment cet octogone effectivement par l'Iran qui a élevé son niveau d'alerte par crainte d'une attaque imminente d'Israël. En fait, l'Iran a émis un NOTAM, qui est un Notice to Airmen, pour signaler des lancements missiles et d'activités de drones dans le sud-est du pays, laissant entrevoir des exercices militaires et des préparatifs préventifs. De son côté, Israël avait bloqué une visite prévue à Ramallah de ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes, invoquant des préoccupations sécuritaires, ce qui signifie que Israël en fait se préparait à une éventuelle attaque. Plusieurs rapports indiquent que Israël activait plus de 10 000 abris anti-bombes en préparation d'un éventuel conflit avec l'Iran. Tu as le média israélien Maariv qui a laissé entendre que Netanyahou mènerait des préparatifs secrets pour frapper l'Iran, même si pour le moment cette source n'a pas pu être confirmée, hein, évidemment. Et évidemment, cette montée des tensions, elle intervient alors que s'était tenu le 23 mai à Rome le 5e round des négociations sur le nucléaire entre l'Iran et les États-Unis, sous la médiation d'Oman. Washington exigeait l'abandon total de l'enrichissement d'uranium, une demande qui avait été rejetée par Téhéran. Selon le média Axios, les Américains craindraient que l'échec de ces négociations puisse pousser Israël à frapper des installations nucléaires en Iran. Malgré ses positions fermes en public, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, avait déclaré que la discussion était en progrès. Et puis, tu avais aussi le chef de l'agence atomique iranienne, Mohamed El-Slami, qui avait déclaré que l'Iran pourrait autoriser des inspecteurs américains de l'AIEA à accéder à ces sites nucléaires si un accord était conclu. Le président Trump a, quant à lui, exhorté Israël à éviter toute action unilatérale, révélant des tensions dans l'alliance israélo-américaine. Alors évidemment, on a dans les deux cas des positions qui sont très fermes, mais il y avait un début de négociation. Alors, est-ce que tu penses que cette situation va encore s'envenimer ou finalement, il peut y avoir un accord sur le nucléaire qui pourrait éventuellement éviter d'Israël de frapper, quoi, peut-être.
Alors, tant qu'il y aura Netanyahou au pouvoir, juste zéro chance. Toute son opposition, en particulier Yair Lapid, veut impérativement que les tensions, soient réduites. Mais, la politique de Netanyahou a toujours été très, très claire. Le grand remodelage du Moyen-Orient depuis le 11 septembre, c'était donc, la Syrie, une partie aussi de l'Égypte en termes d'affaiblissement, les printemps arabes et cetera, mais surtout Syrie, Irak, jusqu'à l'Afghanistan pour, éviter des ponts justement, notamment avec le Pakistan, qui est la seule puissance nucléaire musulmane et qui est complètement, fêlée accessoirement. Et donc Netanyahou, lui, ce qu'il voulait, c'était que les États-Unis détruisassent l'Iran, détruisissent l'Iran. En tout cas, l'Iran était le dernier, absolument le dernier item du menu de Netanyahou. Le problème, c'est que tout le monde s'en est rendu compte, même Obama, qui peut pas saquer Netanyahou, même Biden, bon, concrètement Obama, encore une fois, et puis Trump, qui a été élu avec des voix de l'AIPAC. L'AIPAC a pesé. D'ailleurs, Trump, c'est très particulier et ça prouve un peu son talent politique. Il a été élu à la fois avec des voix musulmanes et avec des voix juives conservatrices. Les juifs de gauche n'ont pas totalement voté Trump. On peut imaginer, bien sûr, mais bon, l'AIPAC aujourd'hui balance un peu plus à droite, mais en tout cas, les autres réseaux ou groupements politiques de sensibilité juive aux États-Unis de gauche n'ont pas voté Trump. Quoi qu'il en soit, il a réussi, Trump, à choper des voix conservatrices musulmanes et des voix conservatrices juives, ce qui est assez sans précédent dans l'histoire américaine. En tout cas, son divorce s'est consommé avec Netanyahou. On le voit, il y a eu plusieurs éléments qui permettaient de le deviner, à commencer par ce qu'avait dit Jonathan Pollard, un des meilleurs espions israéliens qui aujourd'hui vote pour Ben Gvir, est un soutien de l'extrême droite israélienne, et qui avait dit: méfiez-vous de Trump, en tout cas, il n'est pas ami avec Netanyahou. Alors, soit il avait dit ça pour déstabiliser Netanyahou, c'est possible, c'est de la politique. Il dit ça parce qu'il est dans une aile du gouvernement de Netanyahou et il veut le tenir dans une laisse courte, ou bien c'est précisément parce qu'il le pense. Et il dit, bah voilà, je veux informer les gens qui me suivent. Et selon moi, les relations entre Trump et Netanyahou sont beaucoup plus compliquées qu'on pourrait le croire. Trump ne veut pas de guerre avec l'Iran, ça c'est sûr. Et Netanyahou veut une guerre avec l'Iran, ça c'est sûr. Donc d'entrée de jeu, il y a un problème. Maintenant, il y a tout un tas d'autres politiciens israéliens qui considèrent que Israël est suffisamment en sûreté pour l'instant et que l'Iran ne représente pas une menace existentielle et qu'il n'y a pas de nécessité de bombarder l'Iran, même s'il est possible aujourd'hui que l'Iran ait des armes de destruction massive. On en a parlé dans un octogone il y a plusieurs mois déjà, avec cette anomalie sismique qui avait eu lieu, qui avait été enregistrée. Certains experts avaient dit que ça pouvait ressembler à un essai nucléaire. On rappelle que le moment difficile pour fabriquer une bombe atomique, c'est l'enrichissement de l'uranium. C'est vraiment cette partie-là la plus compliquée. Même si être capable de faire une lentille explosive pour pouvoir provoquer la fission nucléaire et ensuite pour une bombe H avec la bombe à fission déclencher la fusion nucléaire, c'est aussi un savoir-faire un peu délicat. Mais la partie la plus compliquée, c'est d'enrichir de l'uranium. Parce que pour donner une idée à notre audience, enrichir de l'uranium, comme l'explique très bien l'ingénieur Bill Hamack, la différence entre les isotopes est tellement faible en termes de masse pour les centrifugeuses que si jamais les deux isotopes couraient un marathon de Istanbul à Londres, eh bien, l'isotope qu'on cherche à enrichir arriverait 6 mètres avant l'autre isotope. Donc sur une course entre Istanbul et Londres, pour donner une idée de la distance, il n'y aurait que 6 mètres d'écart dans le centrifugage des deux isotopes. C'est pour montrer à quel point c'est difficile de raffiner de l'uranium. Et l'Iran est en train de le faire. L'Iran a annoncé qu'elle le faisait pour des applications civiles, mais en réalité, maintenant, elle aurait toutes les raisons de le faire pour des raisons nucléaires, militaires, même si les leaders religieux de l'Iran ont déclaré plusieurs fois que c'était haram selon eux. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est pas quelque chose de particulièrement crédible. Et de toute façon, ça fait 20 ans qu'on leur donne toutes les raisons de s'armer nucléairement. Quand ils ont vu ce qui est arrivé en Afghanistan et ce qui est arrivé en Irak, ça fait 20 ans qu'on leur montre que tant qu'ils n'auront pas l'arme nucléaire, ils risqueront l'éradication totale. Je rappelle que les États-Unis s'étaient vantés en 91 d'avoir, je cite, ramené l'Irak à l'âge de pierre. Donc, une situation a été créée où l'armement de l'Iran est quasiment inévitable. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, les Houthis, qui sont un proxy de l'Iran, sont capables de prendre en défaut l'armée américaine. Ça, c'est un fait. Les Houthis ont été capables aujourd'hui d'accrocher des F-35, au début des B-2 qui sont furtifs, et maintenant même des F-35 qui sont encore plus furtifs que les B-2. Alors, ils les ont accrochés, ils les ont pas abattus, mais ça montre que l'arsenal américain n'est pas du tout à la hauteur de l'armement antiaérien russe, qui est le meilleur au monde aujourd'hui, et qui s'est développé notamment en Ukraine, mais aussi avant, et bien sûr, dont les Russes l'ont fourni à l'Iran. Donc la situation actuelle est 100% politique. Il n'y a aucun intérêt national israélien bien senti
à déclencher des hostilités avec l'Iran. C'est bien pour ça que Maariv, qui est pourtant un journal qui est 100% hébreu, c'est pas un journal qui cherche à communiquer auprès de la communauté israélienne à l'étranger, ou en tout cas pas les Juifs américains, par exemple, qui ne parleraient pas hébreu et qui sont la majorité. Maariv parle aux Israéliens qui vivent en Israël et qui parlent hébreu et leur dit c'est n'importe quoi, c'est dangereux. Et ça va donner des attaques aux drones et aux missiles qui sont extrêmement dangereuses pour nous. Mais c'est ce que veut Netanyahou. Et tant qu'il est au pouvoir, il peut l'obtenir. Maintenant, pour rappeler un peu les précédents, il faut rappeler que Zbigniew Brzezinski, quand on lui avait posé la question il y a une dizaine d'années, quand donc Obama était au pouvoir et Brzezinski était un conseiller officieux de Barack Obama, à plusieurs reprises il l'avait rencontré parce que Barack Obama avait un certain respect pour le président Carter, même si c'est un président mal aimé dans l'histoire américaine. Et d'ailleurs, il nous a quittés assez récemment. C'était un homme assez remarquable en personne, hein, je ne parle pas de sa politique, qui était très discutable, mais en personne, c'est quelqu'un qui a assemblé des maisons à la visseuse jusqu'à la fin de ses jours. À plus de 90 ans, il continue à fabriquer des maisons en bois pour les sans-abri. C'était quelqu'un qu'on pouvait saluer d'un point de vue humain. Eh bien, Obama avait Brzezinski comme conseiller, et Brzezinski avait dit à la télévision américaine, si jamais Israël, qui était déjà sous Netanyahou à l'époque, décide de bombarder les installations iraniennes, nous devrons intercepter leurs avions. Et quand le présentateur télévisé avait demandé à Brzezinski, qu'est-ce que vous entendez par intercepter, parce que c'était quand même un terme flou. Qu'est-ce qu'on entend par intercepter? En substance, Brzezinski lui avait répondu, on ne va pas prendre un filet à papillons, intercepter des avions, ça veut dire les abattre. Donc Brzezinski avait dit à la télévision américaine, si des avions israéliens, à l'époque certainement des F-16, dans les versions modifiées pour Israël. Si les avions israéliens décident de bombarder les dépositions iraniennes ou des centres d'enrichissement d'uranium, etc., nous les abattrons quand ils passeront au-dessus de l'Irak. C'est ce qui avait été dit par Zbigniew Brzezinski. Donc la situation est très certainement comparable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans l'entourage de Trump qui pensent comme ça, et je pense notamment à un ancien conseiller de Trump, le colonel McGregor, qui aujourd'hui n'est plus dans l'entourage de Trump, mais a typiquement ce genre de pensée. Bien sûr, vous avez Scott Ritter, mais lui, Scott Ritter est profondément anti-israélien en général, pas anti-Netanyahou en particulier. Mais Scott Ritter pense comme ça aussi. Donc, je pense que dans l'entourage de Trump, ils sont parfaitement conscients de la situation. Mais pour conclure, et ça nous permettra de revenir sur l'opération Spiderweb, Trump et sa porte-parole l'a déclaré de façon très énervée quand on lui a demandé, donc la porte-parole de la Maison-Blanche, quand on lui a demandé est-ce que Trump était au courant, est-ce que la Maison-Blanche était au courant pour l'opération Spiderweb, elle a dit non de façon extrêmement ferme et elle a vraiment communiqué son énervement dans cette déclaration. Ça signifie donc qu'on a essayé de forcer la main à Trump et ça signifie précisément que c'est le MI6 qui a forcé la main à Trump avec cette opération, en la déclenchant à un moment qui n'était pas du tout stratégiquement intéressant, et on va y revenir. Eh bien, si le MI6 et l'Ukraine peuvent forcer la main à Trump, il est clair que Netanyahou le peut aussi. Et que la seule option pour Netanyahou, c'est de prendre attache avec l'opposition, pardon, la seule option à Trump, c'est de prendre attache avec l'opposition à Netanyahou, à savoir Ehud Olmert, Ehud Barak et bien sûr Yair Lapid. Et je pense que tout l'entourage de Trump aujourd'hui est déjà en contact étroit avec Olmert, Barak et Lapid et sont déjà en train d'essayer de savonner la planche de Netanyahou pour éviter qu'il ne déclenche la troisième guerre mondiale en frappant l'Iran. Oui, et puis il y a aussi beaucoup de négociations. Alors, je ne l'ai pas mis dans la dépêche, mais en la faisant, je l'ai lu. Il y a aussi beaucoup les Émirats aussi et des pays du Moyen-Orient qui jouent beaucoup pour essayer de calmer les tensions. En tout cas, il y a eu beaucoup d'avancées de Oman là-dessus qui essaye vraiment de jouer la diplomatie sur ce point. Ouais, Oman joue un rôle très intéressant dans la région. Ils sont beaucoup moins fantasques que les Émirats arabes unis. C'est pas le côté Dubaï, etc. Même si tout le monde sait que l'intelligence aux Émirats arabes unis vient d'Abu Dhabi, pas de Dubaï. Raison d'ailleurs pour laquelle la tour s'appelle Burj Khalifa. Hein. C'est l'émir Khalifa de Dubaï, d'Abu Dhabi, pardon, pas de Dubaï, qui a sorti Dubaï de la faillite. Et Oman, qui a compris un peu la situation, qui a vu les leçons des Émirats de Sharjah et de Dubaï, essaie d'avoir une position un peu à la Abu Dhabi qui est très intelligente dans la région. Et il a raison parce que eux, ils sont en plein milieu, quoi. Il suffit de lire une carte pour voir que si jamais il y a des attaques entre l'Iran et Israël, leur situation va être catastrophique. Le détroit d'Ormuz sera bloqué. Alors certes, les prix du pétrole et du gaz vont s'envoler, mais eux, de toute façon, auront un mal fou à l'exporter. Donc ni le Qatar, ni les Émirats arabes unis, ni Oman et Mascate ne veulent évidemment d'une escalade dans la région. Bien sûr.
Alors, on va juste parler brièvement de l'opération Spiderweb, puisque tu en as longuement parlé avec François Asselineau. J'avais aussi fait un petit brief, si tu es d'accord, sur le mémorandum de paix de la Russie, puisque aucun média, tu le sais, aucun média occidental n'en a parlé de ce mémorandum, alors qu'il est très très intéressant. Mais juste pour revenir sur les attaques de drones massifs qu'il y a eu en Ukraine, dont tu as eu l'Ukraine qui a lancé une attaque de drones majeure, donc opération Toile d'araignée, visant les bases aériennes militaires russes dans 5 régions, Mourmansk, Irkoutsk, Ivanovo, Ryazan et Amour. Ça a mobilisé, donc l'opération a mobilisé 117 drones introduits clandestinement en Russie et dissimulés dans des abris de bois ou des conteneurs de camions, activés à distance pour frapper des aérodromes stratégiques, ce qui fait dire à certains, notamment tu avais eu Larry Johnson, qui est un analyste de la CIA, qui avait dit que ce genre de structure n'était tout simplement pas possible, que l'Ukraine en ait les capacités. L'opération avait été revendiquée par le service de sécurité ukrainien. L'attaque aurait endommagé et en détruit 41 appareils, selon les services de renseignement ukrainiens, dont des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-22M3, ainsi qu'un avion de surveillance A-50, causant des dégâts estimés à 7 milliards de dollars et touchant 34% de vecteurs russes ou de missiles de croisière stratégiques. Évidemment, ce sont les chiffres de l'Ukraine. La Russie n'a pas à estimer que les dégâts étaient beaucoup moins importants. Il y a eu aussi les bases aériennes de Belaya à Irkoutsk et Dolenia qui ont été particulièrement touchées. Il y a eu des images satellites et des vidéos confirmant que des avions ont été en flammes. Évidemment, ces attaques, elles ont été qualifiées de terroristes alors j'ai un petit souci avec ma lumière, excusez-moi, par le ministère russe de la Défense. Je vais éteindre, excusez-moi, pour que ça arrête de clignoter. Et puis, on a eu aussi, depuis, d'autres attaques qui sont survenues entre-temps, c'est-à-dire avant, à Vigonichi, dans l'oblast de Briansk, il y a eu un pont routier surplombant des voies ferrées qui s'était effondré à cause d'une explosion, entraînant le déraillement d'un train transportant 388 passagers. L'attaque a causé 7 morts et 99 blessés, dont 3 enfants, avec 44 personnes hospitalisées. À Koursk, ce 1er juin, tu as eu un pont ferroviaire qui s'était également effondré suite à une explosion alors qu'un train de marchandises le traversait, entraînant un déraillement et un incendie. Le conducteur est mort et il y a eu 2 autres personnes qui ont été blessées. Près de Melitopol, dans la région occupée de la Russie de Zaporijjia, une explosion a fait dérailler un train de marchandises transportant du carburant et du matériel. Enfin, là, cette fois, l'attaque n'avait pas fait de victime. Et puis, on a eu le 3 juin, donc là, récemment, le SBU qui a revendiqué une attaque qui consistait à mettre des explosifs placés sur les piliers du pont du détroit de Kerch, qui est donc le pont qui relie la Crimée au kraï de Krasnodar. Le SBU a publié une vidéo et des photos montrant les dégâts. Alors, tu te rappelles, il me semble qu'une partie de cette vidéo était une deepfake. Mais quoi qu'il en soit, donc la Russie dit que le pont n'a pas été complètement endommagé. En tout cas, ça fait quand même beaucoup d'attaques qui ont été suivies, en plus de, évidemment, cette opération Spiderweb. Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais encore ajouter par rapport à ce que tu avais dit déjà chez Asselineau? Mais aujourd'hui, la Russie, pour le moment, n'a pas eu tout à fait de réaction. Donc, comment penses-tu que Vladimir Poutine va pouvoir réagir là-dessus? Alors, je vais commencer par montrer les éléments qu'on a déjà montrés dans l'interview avec François Asselineau, qui a rendu d'ailleurs fou toutes les équipes NAFO et les trolls, hein, et tant mieux, parce qu'on est littéralement là pour ça. Enfin, rappeler que la vérité n'est ni pro-russe ni pro-ukrainienne, mais nous, on est pro-vérité. Ça, donc, c'est le dispositif que les Ukrainiens ont utilisé. Il faut reconnaître, c'est un dispositif qui donne des leçons à l'art de la guerre. C'est un fait. Là, il n'y a rien ni d'anti-russe ou de pro-ukrainien à dire ça. Avoir réuni des drones comme ça dans des conteneurs qui ont été montés sur des camions et les déclencher à distance, c'est une méthode de l'art de la guerre. Il faut être très clair, ce camion est beaucoup plus puissant et dangereux qu'un canon César, par exemple. Parce que ce camion est civil, en apparence. Donc, il peut s'infiltrer profondément dans le territoire ennemi et il est capable de tirer avec beaucoup plus de précision. Il a des munitions rôdeuses qui sont beaucoup plus dangereuses que les munitions d'un canon César. Donc, à la fois, cet objet coûte beaucoup moins cher
et est beaucoup plus dangereux. Et c'est ce que clairement la guerre des drones démontre. Donc tous les pays devraient prendre des notes, même si en l'occurrence cette mission particulière ne pourra pas être réitérée par l'Ukraine. C'est clairement ce qu'ont dit plusieurs services étrangers. Maintenant, les Russes ont utilisé des méthodes de déception eux aussi. Ils ont utilisé leur fameuse maskirovka, que les Ukrainiens savent utiliser aussi, hein, donc mascarade, c'est-à-dire des méthodes pour tromper l'ennemi, des ruses de guerre si tu préfères. Par exemple, ils avaient donc, alors on s'était beaucoup moqué d'eux sur leur Tupolev 95. Alors les Tupolev 95, ce sont l'équivalent des B-52 et sur les Tupolev 95, ils avaient mis des pneus. Je me dis: «Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est?» Bon, ça c'est débile, c'est comme les cope cages qu'on voyait autour des tanks, les cages qui étaient mises contre les drones, on appelait ça les cope cages pour se moquer d'eux. En fait, ce sont des méthodes qui ont extrêmement bien fonctionné, qui sont aujourd'hui utilisées par tous les blindés en Ukraine fournis par l'Occident. Et ce sont les Ukrainiens qui les installent parce que les Français, les Allemands et les Américains n'ont toujours pas compris qu'il fallait installer ces fameuses cope cages. Donc les Russes avaient notamment déployé ces pneus sur certains de leurs bombardiers, notamment pour donner l'impression que cela devait être protégé. Alors ça donnait des différentes méthodes de ruse. Par exemple, mettre des pneus sur des bombardiers qui étaient soit des faux, soit qui étaient utilisés comme pièces détachées. Alors c'est ce qui a été fait notamment sur certains AWACS russes, où en fait les Russes ont utilisé donc ont mis des pneus sur des avions qui, j'essaie de retrouver l'image, des avions qui auraient pu être des cibles importantes, alors qu'en fait ils servaient de pièces détachées, donc notamment sur les AWACS. Ça, c'est le premier point et c'est un exemple de maskirovka. Je vais vous en montrer un autre, bien sûr, qui est plus classique, où les Russes ont utilisé en fait des empreintes au sol pour essayer de représenter des avions. Donc là, vous voyez ici, c'est un leurre decoy, c'est simplement une empreinte au sol. Bon, ça, c'est des méthodes assez classiques et les Russes les ont abondamment utilisées. Cela dit, il n'y a que les médias des BRICS ou des médias du Sud global pour vous en parler. Très clairement, ce ne sont pas des médias français qui vont vous parler de ça. Donc, vous voyez d'un côté des pneus ou des choses déployées sur les avions et de l'autre des faux avions sous forme d'empreintes au sol. Tout ça étant lié au fait qu'avec les traités START, les Russes sont obligés de rendre leurs bombardiers équipés nucléaires, ce qui n'est pas le cas de ceux-là, mais sont obligés de rendre leurs bombardiers équipés nucléaires visibles aux satellites. Et du coup, ça faisait que les Britanniques avaient les informations satellites et les ont transmises à l'Ukraine. Là, vous voyez les AWACS avec des pneus dessus et certains, en fait, étaient des AWACS utilisés comme pièces détachées. Et donc, c'était des leurres et ils ont été abattus de cette façon par les attaques de drones ukrainiennes. Donc, au final, Spiderweb a eu un impact extrêmement limité sur le plan géopolitique. C'est comparable à l'opération de Koursk, dont on avait expliqué déjà qu'elle irait jamais à Koursk, hein, contrairement à ce que nous racontaient les Michel Goya, les Yakovlev, tous ces gens-là qui voyaient déjà les Ukrainiens aller jusqu'à Moscou. Hein, c'était vraiment des cinglés. Évidemment, ça n'a jamais dépassé le saillant de Souja, qui aujourd'hui a été complètement réduit. Et le pire dans tout ça, comme on peut le voir avec deepstatemap.live, qui reste la source la plus intéressante pour comprendre la situation en Ukraine, et que je vous affiche là, vous voyez des flèches ici. Et ça, en fait, donc c'est l'ancien saillant de Koursk, toute la zone rouge, sauf que ça, c'est du territoire ukrainien. Donc avant, les Ukrainiens étaient au-delà de la zone rouge. Et donc, c'était le fameux saillant de Koursk, donc, qui en fait était Souja, la ville de Souja que vous voyez ici, qu'ils ont tenu pendant quelques mois et qui n'a fait qu'enrager les Russes, en effet, et aujourd'hui les amène à menacer la ville de Soumy, qui est une ville de plus de 100 000 habitants. Donc, inlassablement, on a cette désinformation, c'est-à-dire on va voir ce qu'on va voir. Cette opération va complètement changer la donne, ça va être un game changer, exactement comme l'opération avec Koursk, et invariablement, on vous dit dès le début, non, ça va juste en fait être extrêmement dangereux pour les Ukrainiens. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que le président de la Corée du Sud a dit que l'Ukraine a provoqué la Russie. Donc, le président le nouveau président de la Corée du Sud a fait une déclaration où il a dit que d'abord il soutenait le plan de paix ukrainien. Bon, ça a été dit même par la Corée du Nord, ce qui est terrifiant, c'est-à-dire qu'on a à la fois
enfin le plan de paix russe, pardon. Donc on a à la fois le chef de la Corée du Nord et la Corée du Sud qui se sont entendus sur le fait que le plan de paix russe devait être soutenu. Mais maintenant, le président de la Corée du Sud a déclaré que ce qu'avaient fait les Ukrainiens était une provocation irresponsable et que ça ne servirait pas à leurs intérêts, parce que c'est le cas. Donc en conclusion, on est toujours dans le make-believe, dans une sorte d'extrême occident qui n'inclut plus aujourd'hui les États-Unis, qui continue à raconter n'importe quoi, qui dit regardez, avoir fait péter des explosifs sur le pont de Kerch sans aucune conséquence militaire, et le pont ne s'est évidemment pas effondré, ça fait 5 fois qu'il est ciblé, ça fait 5 fois qu'il ne s'effondre pas, Karamba a encore raté. La seule chose qu'ils peuvent dire, c'est oui, ça humilie Poutine, en admettant que ce soit le cas. Ça humilierait Poutine, très bien, mais le problème, c'est que l'Ukraine continue à perdre plus de 5000 Ukrainiens par jour, soldats, et continue à perdre des dizaines de kilomètres carrés tous les jours. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à humilier Poutine tant que vous voulez. Perdre du territoire, ce n'est pas une bonne idée. Donc aujourd'hui, c'est hélas la situation sur le terrain. Et on le voit clairement avec la ressource, j'insiste, totalement pro-ukrainienne, qui est deepstatemap.live, et qu'on peut s'amuser à remonter dans le temps, hein, puisque là, je suis en train quand on appuie sur les dates, je suis en train de remonter dans le temps aujourd'hui. Et ce que l'on voit, en fait, c'est de plus en plus de flèches rouges. Si on remonte dans le temps, de moins en moins. Mais si on fait avancer la flèche du temps, on voit de plus en plus de flèches rouges sur la ligne de front. Et on voit que les offensives russes progressent. Et on voit notamment donc, la zone au nord de Soumy qui est en train aussi de donner lieu à une offensive, et la zone à Kharkov aussi. Donc on peut dire que ça humilie Poutine, mais malheureusement, les cartes ne mentent pas. Ok, donc là on a fait quand même un beau débrief au niveau de l'attaque, mais il y a quand même tout ça, ça s'est passé, comme tu le sais, juste avant qu'il y ait les nouveaux négociations de paix, en tout cas où chacun, à Istanbul, où chacun a publié, enfin non pas publié, mais en tout cas a présenté les conditions de paix. Alors la Russie a, dans leur cas, ils ont rendu le mémorandum public. C'est un mémorandum qui fait à peu près 3 pages. Ça a été publié sur TASS. Il n'y a aucun média qui l'a relayé. En tout cas, média occidental. Hein, j'ai pas vu sur France Info, même sur quand tu regardais Le Monde ou quoi, ça n'a quasiment pas été cité. Alors que ce mémorandum, comme tu l'as dit avec François Asselineau, vous en avez longuement parlé, il est très très intéressant. Alors je te fais juste un petit brief de ce qui est demandé. Donc l'Ukraine demandait un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours, hein, bon, ça en passe. Mais la Russie, donc dans ce mémorandum, propose donc la reconnaissance internationale de la Crimée, du Donbass, de la Novorossia comme faisant partie de la Russie, un règlement durable en Ukraine qui garantisse des droits et libertés de la population russophone, ce qui inclut un statut officiel de la langue russe, ainsi que l'interdiction légale de la glorification du nazisme et toute propagande liée au nazisme ou néonazisme. Il est également demandé la levée de toutes les restrictions imposées à l'Église orthodoxe ukrainienne. Le mémorandum exige la neutralité de l'Ukraine, incluant le refus d'adhésion à toute alliance militaire, l'interdiction de toute activité militaire d'État tiers sur le territoire ukrainien et le déploiement de formations militaires étrangères, de bases militaires et d'infrastructures militaires étrangères dans le pays. L'interdiction du transit, le déploiement ou le stationnement d'armes nucléaires en Ukraine, la limitation des effectifs des forces armées ukrainiennes et leur équipement, la levée des sanctions contre la Russie ainsi que l'engagement de ne pas en imposer de nouvelles. Et le mémorandum propose aussi aux deux parties qui renonceraient à toute réclamation mutuelle pour les dommages liés au conflit et prévoit un rétablissement progressif des relations diplomatiques et économiques, y compris vis-à-vis du transit gazier. Alors juste une petite précision, le mémorandum il évoque aussi des conditions d'un cessez-le-feu avec 2 scénarios. Donc l'un des scénarios, ce serait que l'Ukraine doit retirer totalement ses forces de l'oblast de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia. Et dans ce cas-là, dès le début de ce retrait sur les territoires que la Russie considère comme ses propres territoires, la Russie acceptera d'établir un cessez-le-feu de 30 jours, effectivement, en précisant que le retrait des forces ukrainiennes doivent être complètes à la fin de ce délai.
Et le second scénario prévoirait des mesures en 10 points, notamment la fin des livraisons d'armes occidentales et de données de renseignement, l'exclusion de toute présence militaire étrangère sur le territoire ukrainien, la levée de la loi martiale, la création d'un centre bilatéral de surveillance et de contrôle du cessez-le-feu, la dissolution des milices nationalistes ukrainiennes, l'amnistie des prisonniers politiques et la libération des militaires et des civils détenus. Et évidemment, la Russie exige que des nouvelles élections présidentielles et législatives soient organisées au plus tard 100 jours après la levée de la loi martiale. Alors, que peux-tu commenter sur ce mémorandum? Ce qui est terrifiant, c'est que la presse ukrainienne, exactement comme la presse israélienne, rapporte bien mieux les faits en Israël que la presse française. La presse ukrainienne rapporte bien mieux les faits, que la presse française. Là, par exemple, on en avait parlé déjà dans l'interview avec, François Asselineau. Le Kyiv Independent, bon, qui est un des derniers journaux survivants puisque, Zelensky, lapsus révélateur, a fait, interdire tout un tas de gazettes et celle-là a encore le droit de publier, donc elle est totalement pro-Zelensky parce qu'une gazette qui n'est pas pro-Zelensky n'a juste plus le droit de publier aujourd'hui en Ukraine. Eh bien, eux, ils montrent d'ailleurs un Poutine souriant et ils indiquent quelles sont les demandes, russes. Et en parallèle, le même Kyiv Independent va déclarer que, et je le montre là, l'Ukraine est prête à faire des concessions. Mais vous verrez jamais LCI ou BFM TV vous dire ça. L'Ukraine est prête à faire des concessions. Pour eux, c'est Slava Ukraini jusqu'à la victoire. Vive les héros et on se battra jusqu'au dernier Ukrainien. Parce que ces gens sont fous. Au même moment où ils étaient en train de danser devant le plateau de LCI, ça a été le cas. Hein, donc on avait différents commentateurs de plateau qui ont fait une petite danse, qui ont exécuté une petite danse, en laissant entendre que bah non, jamais, hein, ce sera We shall never surrender, puisqu'on nous a appris dans ces mêmes médias que Zelensky était le nouveau Winston Churchill. Et ben en fait, l'Ukraine dit bien sûr, on veut faire des concessions et on veut un cessez-le-feu, en effet. Le problème, c'est que demander un cessez-le-feu, alors demand, ça veut dire exiger en anglais, hein. Exiger un cessez-le-feu quand on a lancé une opération de drone et une attaque sur un pont, une attaque dont on peut dire tout à fait, j'ai aucun problème avec ça, si on est dans le camp ukrainien, que c'est une attaque militaire. Enfin, le problème, c'est que le pont de Crimée, il est utilisé par des civils. Après, on peut dire: «Ah bah oui, mais il y a des militaires qui l'empruntent, donc ça en fait une cible légitime». Enfin, le problème, c'est que l'armée américaine, elle a jamais, mais alors jamais, jamais autorisé ça quand c'était à son endroit. Elle a toujours appelé l'armée américaine attaque terroriste, des attaques qui visaient des hôtels où ces militaires dormaient, par exemple. Si on avait des colonels de l'armée américaine qui dormaient dans un hôtel et que l'hôtel était explosé par des insurgés irakiens, bah, évidemment que les Américains et leurs médias, et du coup les médias français, déclaraient que c'était une attaque terroriste. Donc ce deux poids, deux mesures étant inacceptable, soit on déclare que bah non, c'était pas des attaques terroristes et que les insurgés irakiens avaient le droit de faire péter des hôtels parce qu'il y avait un ou deux colonels dedans, même si ça tuait plein de civils, soit on déclare que l'attaque de l'Ukraine sur le pont de Crimée est une attaque terroriste au regard du droit international. Dans tous les cas, quelle que soit la façon dont on la présente, vous ne pouvez pas exiger un cessez-le-feu après avoir fait ça. Donc évidemment, bah, les Russes vont pas donner le cessez-le-feu. Et le problème, c'est que, exactement comme l'avait dit Trump et J.D. Vance, vous n'avez pas les cartes en main. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils ne sont pas en position d'exiger quoi que ce soit. Donc les Russes vont dire, bah, désolé, on ne va pas faire ce que vous voulez. Et vous allez faire quoi derrière? Or, les nationalistes intégraux dont on parle là, puisque c'est ce que veut faire interdire Poutine, bah, faut être très, très clair, hein, ce sont les bandéristes. Ce sont des mecs, qui ont un manifeste qui déclare qu'il faut exterminer les juifs d'Ukraine. Bon, c'est nos alliés. Ces mecs-là sont nos amis. On les présente comme nos amis. BHL fait des selfies avec eux. Oui, Les puis on a nationalistes applaudi un nazi, un SS aussi. mais oui, on a Mais applaudi c'est un SS dans le avec parlement du temple du progressisme au Parlement canadien, tu as eu quand même, faut quand même le rappeler, qu'on a applaudi un ancien soldat SS, quoi. criminels de guerre. On en était là quand même. On lui a fait une standing ovation. Bon, bah, c'est nos amis. Bon, là, on ne nous dit Et pas si ce tu vas, que alors sont les pardon de t'interrompre, mais parce que je sais que ça t'intéresse, mais si tu vas sur la fiche Wikipédia du bataillon Azov, tu as des nuances qui t'expliquent qu'ils sont plus vraiment nazis, c'est plus qui ont vraiment des été mais qui le néo-nazis, sont etc., plus. quoi. C'est exact, tu fais bien de m'interrompre, c'est tout à fait exact. Enfin, le problème, c'est que ces gens-là vénèrent Stepan Bandera, qui était un collaborateur du nazisme et un des architectes de la Shoah par balle, et notamment des massacres de Lviv. On le rappellera jamais assez, hein. J'ai montré un petit peu l'image de son mémorial à Lviv. C'est quand même absolument terrifiant.
Essayez d'en trouver une en bonne résolution. Donc, de toute façon, vous tapez chez vous Bandera Mémorial à Lviv et vous verrez un mémorial à Stéphane Bandera. Donc, beaucoup de gens nous disent ah oui, mais c'est pas parce qu'il y a eu Pétain en France que toute la France est collabo. Bah oui, je comprends bien, sauf que la France a fait l'inventaire de la mémoire de Pétain. La France n'érige pas des statues en l'honneur de Pétain. Enfin, c'est la base, quoi. Alors que l'Ukraine vénère Stéphane Bandera. Donc voici un exemple. Voilà, Stéphane Bandera, monument à Lvov, bon, avec les drapeaux ukrainiens. Où là, je vais vous montrer un autre exemple. Donc, les nationalistes intégraux en Ukraine qui font des saluts nazis. Donc, ouais, Elon Musk fait des saluts nazis, paraît-il. Bah, ça, en tout cas, c'est un vrai salut nazi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'image des nationalistes intégraux, à savoir le drapeau bicolore rouge et noir avec la fourche ukrainienne. Donc, ces gens-là ont publié un manifeste qu'ils revendiquent toujours, qui déclare qu'il faut exterminer les Juifs d'Ukraine. Bon, voilà, pas de problème, encore une fois, ce sont nos alliés. Bon, bah, les Russes ont dit ça va pas le faire en fait. Ça, vous allez devoir arrêter de soutenir ces gens-là qui ont été soutenus par la CIA pendant toute la guerre froide, hein, parce que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et donc, ça posait aucun problème à la CIA de s'allier avec d'anciens nazis, criminels de guerre. Et je parle même pas donc de la division Nightingale, qui était donc une division SS. Ça aussi, il faut quand même rappeler un petit peu les éléments historiques. Le bataillon Nartingal, qui est reconnu par les Polonais comme des criminels de guerre, des participants au plus grand pogrom de la Deuxième Guerre mondiale, et le bataillon Nartingal, c'était des volontaires ukrainiens. Donc, et ils sont vénérés par ces gens-là. Donc là, je vais montrer une image qui est reprise sur Wikipédia, en effet. Donc même nos super amis n'ont aucun problème avec ça. Et donc du bataillon Nartingal, qui est un bataillon de criminels de guerre. Donc au bout d'un moment, et ukrainien, j'insiste, bataillon SS, de criminels de guerre ukrainiens qui ont pogromé des familles entières en Pologne et en Ukraine, et qui sont vénérés par les nationalistes intégraux aujourd'hui, qui en portent les insignes et qui vénèrent leur mémoire. C'est ça la situation en Ukraine. Donc ces gens-là sont présentés comme nos alliés. Nous, on fait de l'information. On est là pour vous dire, désolé, si la vérité a l'air pro-russe, nous, on est pro-vérité. Bon. Quand on parlait du portable de Hunter Biden et que des désinformateurs américains disaient que c'était une campagne d'intoxication russe, non, c'était juste vrai en fait. Des journalistes russes des journalistes justement indépendants ont dit ça et ça a été présenté comme une intox pro-russe, exactement comme la torgnole de Hanoï a été présentée comme une intox pro-russe également. Donc stop, ce n'est pas le cas. Tout à fait. Alors, on va changer un petit peu de continent, hein. On va partir sur la Chine, même si on parle toujours quand même des États-Unis. Donc Pékin qui avait exhorté entre guillemets Washington de ne pas jouer avec le feu sur Taïwan. La Chine a mis en garde donc les États-Unis contre toute ingérence concernant Taïwan en réponse aux déclarations du secrétaire américain à la défense Peter Éteins la lumière, ce sera mieux et on continue. Ouais. Peter SZ, qui a qualifié Pékin de menace réelle lors du sommet de la sécurité Shangri-le Dialogue. SGAT a affirmé que la Chine se préparait activement à une action militaire pour modifier l'équilibre des forces en Asie, évoquant des manœuvres en vue d'une possible invasion de Taïwan. Le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi en accusant Washington de promouvoir une mentalité de guerre froide et de transformer la région Asie-Pacifique en poudrière. Pékin considère Taïwan comme une affaire intérieure et a averti les États-Unis de ne pas jouer avec le feu en utilisant la question taïwanaise comme levier stratégique. La Chine a également dénoncé le déploiement d'armes offensives américaines en mer de Chine méridionale, accusant les États-Unis de déstabiliser la région. En signe de protestation, la Chine a envoyé une délégation de niveau inférieur au sommet, marquant une rupture avec la tradition d'y dépêcher son ministre de la Défense. Ces échanges tendus interviennent dans un contexte de relations sino-américaines, comme tu le sais déjà, fragilisées par des différends commerciaux et des restrictions sur les visas étudiants. Les tensions autour de Taïwan continuent évidemment d'alimenter pas mal d'inquiétudes. Et ce mercredi 4 juin, le président taïwanais Lai Ching-te a promis d'entretenir la mémoire des victimes de la place Tiananmen, faisant écho au secrétaire d'État américain Marc Rubio, qui avait de même souhaité commémorer ce qui évidemment ravive, qui est un peu une provocation à l'égard de la Chine.
Bah, là, il Alors ton faut voir commentaire sur cette dépêche? ouais, il faut voir les conséquences économiques immédiatement. La récession américaine est loin d'être terminée à cause de ça, parce que ça va relancer, les guerres douanières entre la Chine et les États-Unis. D'une façon générale, ça montre bien que Trump a pas de problème à continuer la confrontation avec la Chine. C'est son cheval de bataille de toute façon. La Chine, bah, ne cédera jamais sur Taïwan. C'est clair aussi, c'est vraiment la ligne rouge. C'est pour ça que quand Macron a fait des déclarations dernièrement sur Taïwan, c'était, complètement à la one again, sans préparation avec la diplomatie française, qui pourtant à une époque était tout à fait décente et compétente. Maintenant, ça se discute. Et donc quoi qu'il en soit, il faut s'attendre à ce qu'il y ait, de nouvelles surenchères sur les tarifs douaniers. Ça va avoir des conséquences sur les marchés, de toute évidence, et en plus de ça, on a dans, le même contexte, Elon Musk qui condamne très, très fermement la spending bill de Donald Trump, après avoir, tout joué, et il a risqué des centaines de milliards, Musk. Enfin, il s'est fait attaquer, le fait de se rapprocher de Trump, le fait de littéralement travailler pour l'administration Trump lui a, valu des inimitiés qui ne mourront jamais. Elon Musk emportera dans la tombe la haine de certains libéraux américains, libéraux dans le sens, anglo-saxon, dans le sens, américain précisément du terme, c'est-à-dire de gauche. Musk, emportera cette inimitié dans sa tombe, et il se l'est créé parce qu'il a décidé de, faire fonctionner le Doge, de réduire les dépenses de l'État fédéral américain, et ce qu'il voit aujourd'hui, c'est que, bah, non, le Congrès vient de passer une énorme spending bill que, Musk invite à tuer, Kill Bill. Heu, Musk ayant des problèmes avec les figures d'autorité en général, beaucoup de gens qui connaissent un peu son profil psychologique et en particulier ses relations avec son père, avaient pronostiqué que, son idylle avec Donald Trump serait d'un relativement courte durée. Ils vont pas forcément se prendre le chou directement, mais là, tout de même, il a antagonisé Trump de façon très frontale en disant: «Vous devez détruire, cette bill». Pourquoi je lis ça à la Chine et à Taïwan? Parce que, on a du coup un double contexte pour, une inflation aux États-Unis, pour une montée des cryptos, pour une montée du bitcoin en particulier, parce que si les États-Unis continuent à dépenser, ils vont imprimer plus de dollars, l'inflation va monter, et donc le bitcoin qui suit l'indice de masse monétaire M2, bah, va suivre aussi, et l'indice de masse monétaire américain est déjà parti en parabolique. Je rappelle que 11 000 milliards de dettes ont été imprimées dans les 5 dernières années. 11 000 milliards de dettes américaines. Donc là, ça pronostique un bitcoin du coup, qui taperait les 250 000, dans le courant des 12 ou 18 prochains mois, ce que disent beaucoup d'analystes, et qui, dans le courant des 10 prochaines années, pourrait taper les 1 ou 2 millions de dollars. Et ben ça aussi, c'est lié avec la situation avec la Chine, l'escalade des confrontations douanières, parce qu'à partir du moment où on confronte sur Taïwan, bah, une confrontation douanière, ça devient ridicule. C'est quasiment rien, quoi. Si on veut rentrer en bras de fer avec la Chine sur Taïwan, on peut aussi rentrer en bras de fer avec la Chine sur BYD. Ce qui, pour conclure, avantage un peu Musk, puisque BYD est le seul concurrent vraiment sérieux qu'il a aujourd'hui, en matière automobile. Alors juste pour revenir, en France, hein, alors avant de passer, sur la partie privée, mais, il y a eu, des autres nouvelles qui sont quand même inquiétantes, qui sont des vagues de suicides à la DGSI. Mmh. Donc on a eu ce lundi un agent de la DGSI qui a été retrouvé mort dans le parking souterrain, du siège du service de renseignement à Levallois-Perret. Selon le média Actu 7, l'agent serait décédé d'une balle dans la tête. La piste d'un suicide serait privilégiée du fait qu'une lettre d'adieu a été retrouvée à son domicile. C'est le troisième suicide à la DGSI en quelques mois. En janvier dernier, un agent serait mort dans des circonstances similaires, c'est-à-dire un suicide par balle, également dans les sous-sols de la DGSI. 2 jours avant, l'un de ses collègues avait été retrouvé mort à son domicile, suite, nous a-t-on dit, à des difficultés personnelles. Alors, sans faire de spéculation, on ne peut pas faire évidemment de spéculation sur ce sujet, mais c'est quand même assez inquiétant sur l'état de nos services du renseignement, ces nouvelles-là. Oui, et en plus, c'est même louche, hein. On se rappelle de la mort de Gareth Williams, donc je vous encourage à chercher, hein. C'est le cas Gareth Williams en 2012, qui était donc un cryptanalyste du MI6, donc les services, secrets britanniques. Et donc là, je vais l'afficher aussi, le cas Gareth Williams, donc ça rapporté notamment par le Guardian. Un grand cryptanalyste, du MI6 qui a été retrouvé mort dans un sac. Voilà, il s'est mis dans un sac, rouge. Bon, très bien, c'est une façon comme une autre de se suicider. Il est pas mort de ça, mais bon, son suicide spécifiquement, il a décidé de le faire dans un sac. Alors ça avait amené, tout un tas de journalistes à dire, «Oui, mais en fait, c'est tout à fait possible de mourir dans un sac».
Alors, ils avaient même fait une reconstitution de gens qui s'étaient, voilà, le Daily Mail en avait parlé, je vais afficher ça. Le Daily Mail avait montré, voilà, donc je vous montre ça, Gareth Williams, sportif, qui s'est donc qui s'est mis dans ce sac-là, ce sac rouge, la face nord, la The North Face. Et donc voilà, le Daily Mail avait dit c'est solved, mais entre guillemets, hein, parce que même eux n'y croyaient pas. Donc quelqu'un s'était amusé à dire regardez, je peux bien rentrer dans ce sac, donc c'est tout à fait possible. Oui, oui, parce que un contorsionniste du plus grand cabaret du monde peut le faire. C'est forcément la façon naturelle dont un cryptanalyste du MI6 a décidé de mettre fin à ses jours. Vous aviez également aussi un informateur ça avait beaucoup embarrassé les services secrets suisses, de Mechanopolis, qui était mort dans des circonstances très troublantes, et dont on sait aujourd'hui qu'il a été assassiné de façon bien sûr illégale par les services suisses. Donc là, on peut se poser des questions, même si je n'irai pas jusqu'à dire que ces suicides sont le résultat d'assassinats au sein de la DGSI. Ce qui est sûr, c'est que personne ne meurt et personne ne se suicide en étant proche des services de l'État sans qu'il y ait quelques questions à poser. On se rappelle bien sûr de Monsieur de Grossouvre qui s'est suicidé de plusieurs balles dans la tête à l'Élysée. Bon, ça a été Oui, présenté comme un suicide. On rappelle que même l'actuel patron du FBI, Kash Patel, en qui les Trumpistes plaçaient énormément d'espoir, a déclaré oui, oui, Epstein s'est suicidé. Bon, dans le même temps, on a Michael il y a tous Frances. les suicides du côté des Clinton aussi, il y en a beaucoup. Voilà. Et puis là, alors, Wikipédia présente ça comme une théorie du complot. Enfin, Oui. n'empêche que on a un taux de Oui. suicide chez les proches des Clinton qui est absolument hors du commun, qui est le plus Ouais, c'est élevé ça. du monde. Bon, c'est une sorte de singularité. C'est comme ça, c'est dû au hasard. Enfin, c'est une théorie du complot. Alors, vu que je rappelle que l'ordinateur de Hunter Biden était présenté comme une théorie du complot, que la sénilité de Hunter Biden de son père, pardon, Joe Biden, était présentée comme une théorie du complot, et que l'explosion du Nord Stream par les services secrets américains était présentée comme une théorie du complot, et que tout ça a été avéré par la suite. Aujourd'hui, quand c'est présenté comme une théorie du complot, ça veut dire que ça a de très fortes chances d'être vrai. Je vais montrer en tout cas les positions de Michael Frances. Donc Michael Frances, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un ancien capo régime de la famille Colombo, qui a été incarcéré dans la même prison qu'Epstein. Et lui, il a clairement déclaré non, Epstein ne s'est pas suicidé. Voilà. Ça, c'est la position de Michael Frances sur sa chaîne YouTube que je recommande très vivement, et où il dit écoutez, j'ai été dans la même prison que lui, dans une cellule très proche, je sais comment ça fonctionne. Il ne s'est pas suicidé. Ce que dit d'ailleurs l'excellent Xavier Hofer aussi, qui nous dit bah non, mais là, c'est le sort s'acharne, quoi. Il a écrit un très bon livre, Epstein, l'âme damnée de la cinquième culture, où il prend les mêmes, il fait à peu près les mêmes déclarations. Donc, bon, on nous dit qu'Epstein s'est suicidé, et c'est Kash Patel, le nouveau patron du FBI, qui nous dit ça. Même les Trumpistes les plus fervents défenseurs de Kash Patel ont dit non, mais là, tu dis n'importe quoi. C'est du foutage de gueule. C'est absolument pas ce qui s'est passé. Donc, ces morts au sein de la DGSI sont suspectes, pour le moins, hein. On se rappelle de suicides suspects dans l'histoire de la République, donc Monsieur de Grossouvre, mais aussi Monsieur Boulin, et Mais tout un tas d'autres personnes. Je t'en c'est prie. surtout que ce qui est inquiétant, c'est que je trouve que ce soit au sein de la DGSI, c'est-à-dire que ce soit des suicides, vraiment, partons de l'hypothèse, tu vois, que ce soit vraiment des suicides, ou que ce soit donc peut-être des assassinats au sein de la DGSI. Ce qui est très inquiétant, c'est que ça révèle un problème de sécurité, soit un problème au niveau des équipes, soit un problème de la sécurité. Et je pense que c'est quand même assez inquiétant. Je voulais savoir ce que tu en penses justement Ah sur oui, mais ça. c'est clair, rien que pour ça, c'est louche. Je veux dire, Mm. rien que pour ça, normalement, les services sont censés prévenir des suicides dans leur mur, quoi. C'est la base, parce que quelqu'un qui est capable de se suicider, c'est quelqu'un qui est capable de prendre une vie. Donc, il est capable de prendre la vie de quelqu'un d'autre, d'un collègue. Donc, quelqu'un qui est capable de se suicider dans l'enceinte des services, c'est quelqu'un qui potentiellement met en danger la vie de ses collègues. Donc, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. En admettant Mm. même que ce fussent des suicides, voilà, donnons-leur le bénéfice du doute, bah, c'est quand même un énorme problème. À commencer par le fait que des agents qui sont en position de se suicider, ce sont des agents qui sont aussi en position de balancer des infos à l'ennemi. Si vous êtes capable de vous suicider, c'est que vous êtes capable de mettre fin à la totalité de votre existence sur Terre. Bah donc, aller balancer des infos aux Russes, par exemple, en comparaison, c'est rien. Quelqu'un qui est capable de se suicider, c'est quelqu'un qui est capable de trahir aussi. Donc, on a un vrai, vrai problème au sein des services, là. Et Mhm. c'est, à mon avis, assez emblématique hein, du fait qu'on a des vérités inavouables qui sont peut-être en train d'essayer de sortir, notamment vis-à-vis de la façon dont le couple Macron est arrivé au pouvoir, hein. C'est ce que disent beaucoup d'analystes, notamment aux États-Unis, et c'est quelque chose de préoccupant qui méritait clairement d'être mis dans l'octogone, ça va de soi.
Alors avant de terminer la partie publique, je voulais quand même juste faire un petit point d'information parce que là aussi les médias n'ont pas assez, ont pas expliqué exactement ce qui se passait sur, désolée pour l'aspect grivois, sur la fermeture de Pornhub, parce que tu sais maintenant, donc c'est l'éditeur Aio qui, maintenant quand tu vas sur ces sites internet, vous allez avoir un tableau du tableau de Delacroix avec la liberté guidant le peuple, hein, qu'ils ont mis à la place, avec justement les revendications de Ailo. Donc ces sites-là, donc c'est Pornhub, YouPorn, RedTube qui, au sein de la société Ailo, bloqueront l'accès aux utilisateurs français. Évidemment, décision visant à protester contre les nouvelles obligations légales imposées par le gouvernement français concernant la vérification de l'âge des visiteurs sur les sites pornographiques. Les internautes cherchant à aller donc tomberont sur cette page d'accueil. Et donc, juste pour expliquer d'où ça vient, c'est que la loi du 21 mai 2024 sur la sécurisation de l'espace numérique confère à l'Arcom le pouvoir d'exiger des plateformes qu'elles mettent en place des systèmes de vérification d'âge robustes et respectueux de la vie privée. Dans son référentiel technique, en fait, l'Arcom propose que les sites utilisent un système fondé sur le double anonymat, c'est-à-dire que les utilisateurs qui arriveraient sur le site seraient renvoyés vers un tiers de confiance. Je mets des gros guillemets, hein, tu l'auras compris. Donc, ça serait un tiers qui vérifie l'âge d'identité, par exemple dans France Connect, ou une application qui est en train d'être préparée par la Commission européenne, parce que la Commission européenne estime qu'elle est l'institution qui aurait accorderait le plus de confiance, hein, pour créer ce genre d'application, donc qui vérifierait l'identité. Et ensuite, l'utilisateur serait renvoyé sur le site. Et l'idée, selon l'Arcom, évidemment, c'est que, eh bien, ni l'éditeur du site, ni eh bien le service de vérification de l'âge connaîtrait en fait ou n'aurait de récupération des données. Alors évidemment, Ailo n'est pas d'accord, hein, dit que ça serait une collecte des données assez massive. En tout cas, c'est voilà, comme un système, si tu veux, de carte bancaire, quoi, l'idée. Et ILO, évidemment, disent que ça pourrait compromettre la confidentialité des utilisateurs en cas de piratage et de fuite des données. Et l'entreprise estime que la vérification de l'âge devrait être effectuée au niveau des appareils ou des systèmes d'exploitation, par exemple via Apple, Google ou Microsoft, et non par les sites eux-mêmes. Cela permettrait une vérification plus sécurisée et uniforme sans exposer les données des utilisateurs. Et puis surtout, la mise en œuvre de ces systèmes pourrait évidemment entraîner une baisse significative du trafic et des revenus publicitaires. Alors, qu'est-ce que tu penses finalement de cette affaire? Parce qu'on entend beaucoup de oui et de non, en fait, pour ou contre la vérification de l'âge, mais il me semblait que c'était important de parler de quel est exactement ces systèmes qui sont proposés pour vérifier l'âge et avoir un petit peu ton avis sur ce sujet. Bah, c'est terrifiant parce que, on a une Union européenne qui se vantait au début des années 2000 d'être, la chantre de la démocratie, face à la Chine qui interdisait par exemple, qui allait interdire X, enfin Twitter à l'époque, et aussi Google et aussi YouTube. Et aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit, un exécutif français complètement aux abois qui convoque les patrons des réseaux, voilà, qui convoque, qui dit: «Vous allez censurer ça, voilà une liste de comptes à censurer et vous allez censurer ça». Donc on se vantait d'être le phare des libertés publiques face à une Chine invasive et monstrueuse. On a interdit Russia Today, ce que le Sud global n'a pas fait. Il y a tout un tas de pays dans le Sud global qui ne sont pas pro-russes, hein. Bon, bah, ils auraient pu interdire Russia Today, ils ne l'ont pas fait. Il y a eu quelques excès au Brésil, mais Musk a réussi à contre-attaquer avec succès, où le Brésil voulait interdire X, hein, rappelons-le. Il y a eu une tentative mondiale d'interdire X, enfin mondiale, de l'Occident collectif d'interdire X, avec des campagnes de diffamation, des mouvements complètement bidons du genre Hello Kitty, etc. Bon, toutes ces choses-là. Donc on voit où a fini Bruxelles, quoi. C'est ça qui est terrifiant, c'est qu'au final, bon, on en finit aux hausses des VPN. Là, ce que je montre, c'est, cette personne, Charlie Varnier, sur X, qui nous dit: «Bah, voilà, à 5 heures de l'après-midi, Pornhub bloque, ses services en France. À 5h30, Proton VPN enregistre une hausse de 1000%, de 1000%, donc fois 11, de ses téléchargements». Voilà, c'est aussi simple que ça. Et normalement, les pays où on avait besoin d'un VPN, bah, c'était justement la Chine, et cetera. Donc, c'est monstrueux ce qui se passe, hein. Et là aussi, on est là dans l'Octogone pour en parler parce que les atteintes aux libertés publiques sont gravissimes.
Ça protège absolument rien. Pour bien montrer l'hypocrisie totale, c'est que les réseaux qui ont le plus de pédophiles au monde, c'est Blue Sky et Mastodon. Ça, c'est démontré. Il y a une étude à Stanford qui le démontre sans appel. Je vais d'ailleurs la retrouver parce qu'elle mérite vraiment qu'on la retrouve. Donc, il suffit de chercher Stanford Study Mastodon Pédophilia, par Oui, je m'en exemple. rappelle de cette étude qui disait qu'il n'y avait jamais eu, ou un chercheur avait même déclaré qu'il n'avait jamais autant trouvé de contenu pédopornographique dans un site, en tout cas dans une application. C'est-à-dire c'était un analyste qui avait fait ça plusieurs fois et il n'avait jamais trouvé autant de ces contenus sur Mastodonte, quoi. C'était dire à quel point il y en avait énormément, quoi. Donc là, je vais afficher l'étude, c'est Mm. exactement ça. Des chercheurs de Stanford ont tiré la sonnette d'alarme et c'était même avant le fameux Hello Kitty X, hein. Donc c'était en juillet 2023, avant ce délire Hello Kitty X. Des chercheurs de Stanford, qui est un peu plus sérieux que les chercheurs qui ont fait Hello Kitty X, ont dit bah non, on n'a jamais vu autant en effet de sollicitations pédophiles sur Mastodon. Il y en a plus en fait sur Mastodon et Blue Sky que sur tous les autres réseaux réunis. Or, ces deux réseaux ont très peu d'utilisateurs, ce qui signifie que la concentration est chimiquement pure. Et voilà la source aussi du centre de Stanford, donc le Freeman Spogli Institute for International Studies, qui montre à quel point Mastodon est un réservoir de pédophiles. Donc, d'un côté, on a un État qui recommandait, parce que c'était via le CNRS, soi-disant, même si le CNRS a aujourd'hui pris ses distances, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans l'illégalité la plus totale. Mais on a un État qui recommandait littéralement la migration de X vers le réseau qui contient le plus de pédophiles au monde, et qui, à ce moment-là, ne se posait pas de problème d'aller vérifier l'identité, d'aller lutter contre la pédocriminalité, ce qui est soi-disant le terme invoqué pour le VPN, le contrôle de l'identité, la fin de l'anonymat en ligne. Donc, on voit que c'est complètement bidon, que ce sont des tartuffes, parce que d'un côté, l'affaire Betaram a montré que le pouvoir en place était extrêmement complaisant vis-à-vis de la pédocriminalité et des abus sexuels sur mineurs, et de l'autre, le fait d'aller encourager à migrer vers Mastodon et Blue Sky, qui sont littéralement les réseaux des pédophiles, montre bien que les pouvoirs publics ont une complaisance avec la pédophilie qui est limite criminelle. Donc, évoquer ça quand on veut en réalité faire passer le contrôle d'identité en ligne, la fin de l'anonymat et la fin des libertés publiques, c'est évidemment complètement bidon et on est là en tant que journaliste pour le signaler. Oui, et puis il faut quand même rappeler, avant pour clôturer cette partie publique, que l'affaire Pavel Durov, qui avait quand même dit que on ne lui a jamais, qu'il avait toujours été ouvert pour lutter contre les contenus pédopornographiques, qu'il l'avait fait, et que ce n'était certainement pas pour ça que le gouvernement français lui avait mis une pression. J'ai plus ces mots en tête, mais en gros, c'est ce qu'il avait dit. Donc ça montre encore une fois, c'est ce qu'il avait dit, que c'était une hypocrisie totale. Et c'est pour ça aussi que la vérification de l'identité peut aussi poser cette question, évidemment. Ouais, tout à fait. Pavel Durov a déclaré que les services français lui ont demandé des listes d'opposants et de les censurer. Donc, c'est d'une brutalité sans nom. Que Pavel Durov, vraiment, on lui a dit, vous devez censurer telle ou telle personne. Et que quand lui, au contraire, essayait de lutter contre la pédophilie, là, par contre, aucun problème. Donc, c'est exact qu'il y a une tartufferie assez systématique là-dessus, et c'est très bien de terminer, en effet, la partie publique de l'Octogone là-dessus. Donc, abonnez-vous à Scandaria, c'est grâce à vous qu'on peut maintenir notre liberté de la presse. Les seules personnes qui peuvent nous acheter, c'est vous, et c'est grâce à vous, les valeureux abonnés de Scandaria. Nous, d'un côté, on baisse les prix chez Scandaria pour faire en sorte que n'importe qui, qu'un maximum de gens puissent s'abonner. 139,99 € par an, c'est vraiment un prix ridicule pour plus de 250 heures de contenu de masterclass, plus et encore plus de contenu d'information avec l'Octogone. Et les bandes dessinées qu'on teste maintenant, c'est grâce à vous qu'on peut faire ça. Merci à vous, les héros abonnés à Scandaria, qui nous permettent de faire ces revues de presse. Et on vous suit pour encore 1 heure de revue de presse plus spécialisée, notamment finance, crypto et technologie.